Alors que la semaine dernière a été marquée par les commémorations des attentats de janvier, Charlie Hebdo, l'hypercacher, on a aussi l'agression contre le commissariat du 18e arrondissement. On revoit les images de la plaque dévoilée hier. Aujourd'hui à Marseille, c'est un ancien juif qui a été victime d'une attaque fomentée par un jeune d'origine turque de 16 ans. Il l'a attaqué parce qu'il avait vu qu'il portait une kippa, il l'a attaqué au nom de Daesh, au nom de sa religion. Ce qui, de nouveau, doit nous alerter sur cette menace aujourd'hui terroriste protéiforme qui peut surgir à n'importe quel moment. Et c'est ce que Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, voulait rappeler au cœur de l'après-midi. À mesure que les événements tragiques qui ont frappé notre pays s'éloignent, le sentiment pourrait exister d'un moindre risque, d'une moindre menace. C'est une erreur que de le considérer. Et c'est la raison pour laquelle notre mobilisation reste pleine et entière dans le contexte de menaces particuliers auxquelles l'Europe, dans son ensemble, et notre pays sont confrontés. Voilà, c'est un rappel de Bernard Cazeneuve, simplement à la population, dire attention, ce ne sera pas forcément encore un commando, ce ne sera pas forcément une attaque d'ampleur, mais nous devons avoir en tête, dit Bernard Cazeneuve, qu'à tout moment, nous pouvons être frappés et de manière comme aujourd'hui, très surprenante, isolée par un jeune de 16 ans qui en plus avait un bon bulletin scolaire d'après ce qu'on sait de son profil, qui s'était radicalisé sur Internet et qui a vu cet enseignant juif et qui a voulu le frapper, Thierry Arnaud. Oui, il y a deux messages dans le message. Au fond, d'abord, le niveau de la menace reste toujours aussi élevé et attention à ne pas relâcher l'attention. Ce ne sera pas le cas de l'État et de tous les moyens qu'il met à la disposition de la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est le premier message. Et puis aussi, il y a effectivement clairement aussi un message à l'opinion publique française de ne pas oublier, de ne pas se relâcher, de rester toujours aussi vigilant face à une menace dont il est un peu terrifiant ce soir de constater qu'elle a de multiples formes. Ça peut être un commando terroriste organisé, ça peut être un déséquilibré qui fonce sur un commissariat et ça peut être effectivement manifestement un jeune inconnu des services de police, bon élève, qui d'un seul coup se saisit d'une arme blanche et se lance à l'assaut d'un enseignant juif. Donc effectivement, le constat préoccupant que l'on va dresser ce soir, c'est celui de cette menace qui est effectivement, comme vous le disiez, protéiforme et qui part un peu dans tous les sens malheureusement. C'est pour ça que les Français hier, par exemple, pour la cérémonie des commémorations, le matin, la place était un peu clairsemée, c'était un euphémisme. Oui. Les Parisiens ne sont pas du matin, a dit la maire de Paris, Anne Hidalgo, dans une très belle formule, je pense, qui restera. En fait, ils sont venus vivre, c'est vrai, un peu plus l'après-midi, mais quand même, il y a eu le sentiment que ces commémorations, les Français avaient bien intégré que c'était un hommage aux victimes, certes, mais que, en fait, bien sûr, la guerre, entre guillemets, n'était pas terminée. On n'allait pas commémorer quelque chose qui n'était pas fini. C'était le côté un peu curieux et étrange de cette cérémonie, effectivement, qui consistait à poser une plaque, à ériger un monument à la mémoire de victimes, ce qui était évidemment tout à fait légitime, mais aussi pour marquer un événement qui était encore en cours. Voilà, qui n'est pas fini. Et c'est vrai que le discours du gouvernement là-dessus... Alors, il y avait un débat. Tout à l'heure, j'avais deux sortes des intellectuels qui disaient c'est juin 40, il faut le dire, Pascal Bruckner, Pierre Servan, et puis des communicants, Roland Quérol ou Jacques Séguéla. Non, il faut pas en parler, il ne faut pas utiliser le mot de guerre, il faut s'habituer à vivre avec, tenir bon. Et donc, deux attitudes différentes, deux réactions différentes en disant finalement les politiques chercheraient à s'emparer, à profiter du fait qu'ils répètent que c'est la guerre et que donc dans le fond ils instrumentaliseraient une situation et au contraire il faut avertir plutôt les Français. Donc il y a plusieurs possibilités autour de cette situation qu'on est en train de vivre, y compris de l'attitude des politiques à cet égard. Éric Bonnet. Je suis assez navré par ce qui s'est passé à Marseille, parce qu'il faudrait pas que... Bon, on dit toujours que ce qui se passe chez les jeunes peut préfigurer ce que sera la France de demain. Il faudrait pas que chez les jeunes, on soit dans cette espèce de transposition hexagonale de ce qui se passe au Proche-Orient, parce que ça ressemble quand même si c'est tout à fait artisanal et isolé, mais ça ressemble quand même à une espèce de petite intifada artisanale. C'est pour ça que jusqu'à quand dirons-nous que c'est isolé? Je suis d'accord avec vous quand même depuis Mohamed Merah, ces actes tels qu'ils se commettent aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter justement de parler d'actes isolés et il faut au contraire aujourd'hui, et c'est là le rôle des pouvoirs publics est important, de dire qu'il y a une vraie menace
qui peut toucher tous les Français, les représentants de l'autorité, des représentants confessionnels, et qu'aujourd'hui c'est ça que nous devons affronter, sans savoir vraiment à quel moment l'ennemi va surgir et quelle forme il va avoir. La question que Marseille pose, c'est celle de la transposition dans une sociologie plus jeune de ce qui s'est passé. C'est quand même majeur. Non, mais pas du tout, Eric, pas du tout. Pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas du tout dans la situation. Ce qui s'est passé à Marseille, c'est la suite depuis le meurtre d'Ilan Halimi jusqu'à aujourd'hui, de l'existence à l'intérieur de la société française d'éléments antisémites qui visent spécifiquement les Juifs et qui en ont fait une de leurs cibles parce que Daesh l'a décidé et parce qu'il y a un antisémitisme qui existe dans un certain nombre de quartiers. Soyons clairs, il faut nommer les choses. Ce qu'on a réalisé tout au long de l'année 2015, c'est que cet antisémitisme n'était pas un phénomène isolé, mais qui révélait en quelque sorte des failles de la société française et cette adversité d'un certain nombre de gens dans un certain nombre de quartiers contre la France, contre les valeurs de la France. La différence et donc c'est ça, contre l'autorité et contre la France. Et c'est pas l'importation, l'importation, pardon, du conflit israélo-palestinien. C'est une hostilité, un problème avec les valeurs de la France. La grosse différence avec Ilan Halimi, c'est là, dans cette affaire marseillaise, il y a la revendication Daesh. Donc ça me semble... Ben oui, non mais attendez, pardon. Hyper Cacher aussi, Eric, non, bien sûr, depuis longtemps. Halimi, on parle d'Ilan Oui, mais Halimi. je veux dire, c'est depuis pour dater l'existence de ce phénomène. Non, on est bien dans la transposition. C'est peut-être justement pour cela qu'aujourd'hui... Non, c'est un refus des valeurs françaises. Justement, ces valeurs françaises, c'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, le message de François Hollande était important, puisqu'il s'adressait à la jeunesse, le président de la République, c'était ses vœux à la jeunesse. Vous vous souvenez, la jeunesse est la priorité de mon quinquennat, elle est au centre de mon quinquennat. Et François Hollande a voulu leur rappeler aujourd'hui quelles étaient ses valeurs, quelle était la citoyenneté, cette citoyenneté pour laquelle ils devaient s'engager, les jeunes. On va retrouver Adrien Gindre, justement, en direct de la Maison de la Radio, puisque vous avez suivi le discours du président de la République. Quel était le message porté précisément, Adrien ? Il y avait un mot-clé ce soir, l'engagement. Donner la chance à l'engagement, car l'engagement est une chance. C'était la formule choisie par le président de la République qui a détaillé ce qu'il entendait par là et ce qu'il entendait faire. Alors il y a cette volonté, disait-il, de bâtir une citoyenneté vivante. Ça va passer par plusieurs mesures. Un parcours citoyen généralisé, de l'élémentaire à la terminale, qui va se traduire par un renforcement des cours, disait-il, concernant les questions de morale et de civique, par également un renforcement des stages de troisième avec une validation au niveau du brevet. Il veut la mise en place d'un livret du citoyen, l'équivalent d'un carnet de santé, disait-il, qui suivra chacun toute sa vie. Il y a aussi la volonté de mener une réflexion sur la journée de défense et de citoyenneté que les adolescents suivent en arrivant à l'âge du lycée. Là, il veut un contenu renouvelé, il veut une réflexion de la part du gouvernement sur un allongement de sa durée, pourquoi pas pour porter le dispositif à 1 semaine. Et puis il y avait bien sûr la question du service civique, c'était une grosse partie de ce discours. Actuellement, c'est quelques dizaines de milliers de personnes chaque année. François Hollande veut que d'ici 3 ans, la moitié d'une classe d'âge soit concernée, 350 000 jeunes en service civique, avant une généralisation totale au-delà de 2020. Le budget va donc lui aussi évoluer, il va passer de 300 millions d'euros à 1 milliard. L'agence du service civique va se transformer en haut commissariat, placé directement auprès du Premier ministre. Longue liste d'annonces donc. Pour résumer, François Hollande a eu ces mots, l'engagement, eh bien c'est une vocation, un engagement présidentiel. Il veut que ça marque son quinquennat comme aurait pu le faire une construction de fer ou d'acier. Adrien Gindre, en direct de la Maison de la Radio pour BFM TV. Donc l'engagement de François Hollande vis-à-vis de la jeunesse. Quels sont les buts, quels sont les objectifs, quelle est la vision de la société que donnent les responsables politiques aujourd'hui? Ça, je ne sais pas. Je pense que la jeunesse aujourd'hui, la vision de la société, elle est portée par 4 lettres, GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Je schématise. Mais je me mets à la place d'un jeune on va dire de 16 à 20 ans, ou peut-être un peu moins, de 15 c'est quasiment votre âge, c'est pas un gros effort. À qui on dit, tu vas avoir un livret citoyen, tu vas avoir un parcours de la citoyenneté. Jeune, toi qui me regardes, tu dois avoir la citoyenneté vivante. Enfin, mais qui écrit les discours? À qui on s'adresse là? Enfin franchement, on marche pas un peu sur la tête aujourd'hui, Thierry Arnaud? Quand viendra le moment de faire le bilan du quinquennat de François Hollande et de décider si c'est le bon candidat pour la présidentielle de 2017, il faudra le faire en fonction d'une petite poignée de critères qui sont très importants. Alors il y aura évidemment le chômage, mais il faudra aussi se rappeler à ce moment-là que le candidat François Hollande en 2012 avait promis de faire de la jeunesse la priorité absolue de son quinquennat.
On ne sait pas encore si le chômage aura baissé de manière crédible d'ici 2017. On s'en doute un peu, mais on verra bien. En revanche, ce qui est d'ores et déjà clair, c'est que le bilan de François Hollande en matière de politique de la jeunesse sera maigre. Et quand on dit maigre, c'est une façon indulgence d'exprimer les choses. Le livret citoyen, je partage à peu près votre diagnostic, mais j'ajouterais où sont les grandes réformes qui ont offert des opportunités à la jeunesse? Où est la grande réforme de l'éducation nationale, dont je rappelle qu'elle consomme, si j'ose dire, si on ajoute le budget de l'éducation nationale à celui de l'enseignement supérieur, plus de 80 milliards d'euros tous les ans? Où sont les nouvelles opportunités? Alors, on commence à se réveiller, semble-t-il, sur l'apprentissage. Enfin, je suis désolé, ça va faire bientôt 4 ans que François Hollande est à l'Élysée et il constate maintenant, au bout de pratiquement 4 ans, qu'il y a un sujet sur l'apprentissage. Donc, qu'on encourage les jeunes à assumer leurs devoirs citoyens, formidable, très bien, faisons-le. Mais enfin, franchement, sur le reste, c'est plutôt consternant. Ah, Thierry a tout dit. Je rajouterais même qu'au début, la gauche a détruit quelques mesures favorables à l'apprentissage et les a supprimées. Donc aujourd'hui, on a prévu de faire un plan massif pour la formation de 500 000 chômeurs. Donc c'est vrai que en formation et après dans l'apprentissage. Bon, donc c'est vrai que il y a un décalage, quoi. Il y a une forme de, pour être gentil, on va dire de naïveté, ou pour être méchant, on va dire plutôt une forme de cynisme à faire croire et à être dans le verbe encore, alors que l'attente, elle est beaucoup plus concrète. J'ai l'impression, vous savez, à ce moment-là, d'une classe politique qui sort des recettes qui ne correspondent pas à la jeunesse. D'abord, qu'est-ce que c'est la jeunesse? Moi, je ne sais pas ce que c'est la jeunesse. Est-ce que c'est une entité, la jeunesse? À quel âge elle commence, la jeunesse? À quel âge elle se termine, la jeunesse? Qu'est-ce que le jeune de 2016, vous voyez, le jeune 2016 qui a sa tablette, qui sait voir le monde avec des applications, à qui on dit tu vas te promener avec un livret citoyen, tel un carnet de santé sur lequel on va noter tes bonnes actions, tes BA avec les bons points. Enfin, je sais pas, monsieur le Président, attendez, où est la réalité de la jeunesse? Comment vous la percevez, cette jeunesse aujourd'hui? La vérité, c'est que tous les jeunes, ils savent déjà, parce que quand ils vont chercher un stage ou un travail, ils savent très bien que s'ils ont fait un stage de bénévolat, s'ils ont un engagement, eh bien, ça sera bien vu. Donc, ils n'ont pas besoin que ça soit écrit dans un livret ou qu'on leur rappelle. Ils ont déjà intégré ça. Ils savent très bien que la société autour d'eux, elle bouge et qu'ils peuvent s'engager et qu'au contraire, c'est bien vu et au contraire, c'est valorisé aujourd'hui. Donc, bon, vous avez raison. Le jeune d'aujourd'hui, il est beaucoup plus informé et déjà beaucoup plus intégré à ça. 27% des jeunes Français aujourd'hui voient leur avenir à l'étranger. Il faudra un jour qu'on s'attarde dans le 20h politique sur le style de François Hollande. Parce que depuis tout à l'heure, vous raillez, vous avez raison, ce qui s'est passé aujourd'hui. Enfin, franchement, déjà, les vœux à la jeunesse, le concept des vœux à la jeunesse. On se croirait dans le... Surtout que quand vous la regardez, là, je ne sais pas à qui s'adresser, mais c'était pas vraiment à la jeunesse. On se croirait dans les débuts d'un Tintin écrit par Hergé dans les années 30 ou 50. Bonjour, je vais présenter mes vœux à la jeunesse, à la TSF, avec les vieux micros, vous voyez. Donc tout est désuet. Vous avez parlé de ce parcours citoyen, les verbatims. Comment cette gauche imaginative, allez, héritière de mai 68, qui a été transgressive, subversive, jeune, drôle, amusante, comment peut-elle produire des éléments de langage aussi ringards? C'est terrible. Même quand elle parle aux jeunes, elle est navrante de ringardise. Ben, ça fait rire tout le monde et ça nous a fait rire tous les quatre pendant quelques minutes. Et puisqu'on parle de cette jeunesse et qu'on a parlé, vous l'avez dit Thierry, de l'apprentissage aujourd'hui, de ces parcours qui doivent aider les jeunes. Quand on regarde les chiffres du chômage tous les mois, on les voit aussi, ces jeunes qui aujourd'hui sont tankés justement dans le chômage. Eh bien, on va y venir avec l'économie et la visite de Myriam El Khomri et d'Emmanuel Macron. Mais les partenaires sociaux, justement, aujourd'hui, ils avaient rendez-vous avec Manuel Valls pour parler de demain, pour parler de l'avenir. L'appel des patrons afin d'expliquer le plan d'urgence du 18 janvier prochain, tel qu'il sera présenté par François Hollande. Remarquez, s'il y a urgence, pour ce qu'on attend encore pour présenter un plan. S'il y a urgence, il ne faut pas attendre, il faut présenter des décrets, des ordonnances, et en voiture, et on roule, et on fait avancer la machine économique. Mais l'appel des patrons, il passe mal auprès de qui? Des syndicats. Avant d'être embauchés, ils veulent savoir comment ils vont licencier le salarié. C'est quand même il faut qu'on travaille sur la création d'emplois et la pérennité de l'emploi, pas sur les modalités de licenciement ou la préparation au licenciement avant que l'embauche ait eu lieu. Donc ce sont des très vieilles recettes que propose le MEDEF. Et évidemment, vous comprenez qu'on n'est pas d'accord. Voilà, vous avez entendu Philippe Martinez qui dit bon, on le connaît, le plan d'urgence des patrons. Alors oui, là aussi ils inventent un concept, le contrat
Agile, c'est plus flexible, parce que flexible, c'est devenu le gros mot. Donc maintenant, on veut un contrat de travail agile. Alors celle-là, on ne nous l'avait pas encore faite dans les éléments de langage. Bravo, messieurs. Thierry. L'idée reste la même, quel qu'en soit l'adjectif qu'on utilise, c'est de faire en sorte qu'on ait un contrat de travail qui soit moins contraignant et qu'en fonction de l'évolution d'un projet, l'évolution d'une activité économique, on soit plus facilement, parce qu'il faut dire les choses comme ça, en mesure de licencier. Moi, ce que je constate, c'est que le contrat de travail tel qu'il existe aujourd'hui, le code du travail tel qu'il existe aujourd'hui, manifestement, il ne fonctionne pas. Donc, il faut essayer d'autres choses. Et après, on verra si les autres choses qu'on essaie fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Oui, mais il est clair que l'emploi que vous et moi avons connu, Alain, quand on rentre dans une société, qu'on a 2, peut-être 3 employeurs, et c'est déjà beaucoup entre le début et la fin de sa carrière, qu'on a un métier et qu'on n'en change pas, qu'on est fondamentalement, pour une grande majorité des Français aujourd'hui, salariés, qu'on reçoit un revenu mensuel, etc. Tout ça, c'est en train de changer à une vitesse qui est en train de nous dépasser, qui dépasse les syndicats, qui dépasse les politiques. Donc, il faut tout essayer. Et il faut particulièrement essayer ce qu'on n'a pas encore essayé. Macron l'a dit, on n'a pas tout essayé sur la question de l'emploi. Et d'ailleurs, pour être totalement iconoclaste, on sait. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Il y a des solutions qu'on connaît. On sait qu'en matière d'emploi, des choses ont été testées. De la Nouvelle-Zélande à la Suède, les solutions, on les connaît. Simplement, elles seraient trop transgressives par rapport au socle idéologique de la gauche. Et on comprend que François Hollande renacle un peu à les mettre en œuvre. Mais ce qui est intéressant, on vient de voir tout à l'heure Martinez et les syndicalistes, c'est que finalement va se jouer devant nous la même geste qui se joue depuis des années. On commence par des propositions patronales, ensuite ces propositions sont digérées par les centrales syndicales, on discute, on se roule par terre bien évidemment, c'est le jeu des syndicalistes en France, et derrière, de tout cela va-t-il accoucher? De quelques mesurettes. Je vous donne le pari, je fais le pari que dans les prochains jours, on va voir des mesures émerger sur l'emploi qui ne seront pas les mesures radicales que tout le monde attend. On est passé du pacte de responsabilité au pacte de compétitivité. Et là maintenant, 2016, on va avoir le plan d'urgence. Depuis 2012 jusqu'à maintenant, moi je veux bien qu'on n'ait pas tout essayé. Ou alors on n'a pas essayé les bonnes choses, on essaye que les mauvaises. Vous comprenez? Puisque rien ne marche. Alors après le plan d'urgence, on va avoir droit à quoi? Moi vous voyez, je me mets à la place de celles et ceux qui cherchent du boulot, à la place de ces jeunes qui aujourd'hui se disent comment est-ce que je vais arriver sur le marché de l'emploi? Comment est-ce que ça va bouger pour moi? On va dire attends, bouge pas, le 18 janvier, on va t'annoncer le plan d'urgence, mon petit. Mais c'est vrai qu'on va sans doute avoir droit à une nouvelle gesticulation parce que, au contraire, je dirais même qu'avec le débat sur la déchéance de nationalité qui brise et qui fracture la majorité, la semaine prochaine, il ne faudra pas lui remettre une deuxième couche. Donc je crains plutôt des mesures assez timides et qui ne seront pas bouleversantes. Mais moi, je voudrais dire que tout le monde est responsable. C'est-à-dire que ces patrons qui font aussi cet appel ont aussi une responsabilité. Un syndicaliste m'expliquait que sur la négociation sur le travail le dimanche, pour lequel, dont on a souvent parlé ici, avec le même patron qui proposait au début 400 emplois, il est arrivé à la fin de la négociation, il était à 140. Donc un syndicaliste aussi se tourne vers un patron en lui disant bon alors. Vous aussi, vous vous engagez, vous allez plus loin. Donc c'est vrai que tout le monde doit être appelé à une cohérence aussi aujourd'hui. Donc il faut rendre les choses plus souples et il faut rendre les choses plus faciles, certainement. Embaucher et débaucher, sans doute est-ce une solution, ou en tout cas il doit y avoir des moyens, mais tout le monde est impliqué là-dedans. Regardez, là on voit Emmanuel Macron et Myriam El Khomri. Alors je ne sais pas s'ils s'entendent bien ou pas. Regardez, on les voit avec Patrick Toulmé. C'est le monsieur en fauteuil roulant. Il fait partie du CFA, le Centre français des apprentis du côté de la Seine-Saint-Denis. Et il pousse, il n'arrête pas de pousser. Il fait partie aujourd'hui de tous ces responsables qui disent on sait ce qu'il faut faire. Comme vous le disiez Thierry, on doit déverrouiller, on doit oser. Pourquoi ne le fait-on pas? De quoi a-t-on peur avec 600 000 chômeurs depuis 2012? Quand on regarde globalement les pays qui sont autour de nous et qui sont un peu comparables à la France et qui ont un chômage beaucoup plus bas que le nôtre, ce qui est le cas de la plupart d'entre eux. Quels sont les modèles? En gros, il y en a deux. Il y a le modèle anglo-saxon, pour faire simple, les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui est un modèle libéral. On dessert toutes les contraintes possibles et on laisse le marché exercer son rôle. Ça donne un chômage bas, mais ça donne aussi des activités précaires, des salaires qui sont parfois très bas, mais des économies qui sont plutôt dynamiques. Ou bien, pour faire encore simple et un peu caricatural, mais au fond c'est un peu ça, il y a le modèle social-démocrate, où
les partenaires sociaux se mettent autour d'une table, ils discutent et chacun tient ses engagements. C'est-à-dire que pour reprendre l'exemple que Ruth donnait tout à l'heure, quand le patron dit si on fait le travail du dimanche, il y aura 400 emplois, il y a 400 emplois. Et il y a une espèce de confiance et de contrat qui est tenu. Notre problème aujourd'hui en France, c'est qu'on n'est ni l'un ni l'autre. Oui. On va regarder vos tweets pour conclure cette session du 20h Paul ce soir. Comment réagissez-vous à notre actualité? Regardez, 20h Paul pourra participer à l'hommage à la République hier matin. Je crois que le légitime dispositif de sécurité en a découragé plus d'un. C'est possible, ça a peut-être été un des éléments hier pour la République. Bien sûr. La primaire à gauche que voudrait organiser quelques intellectuels hors sol ressemble à un match de barrage pour se maintenir en dernier. Oui, désolé, on n'a pas eu le temps de parler de l'appel de la primaire, mais je pense pas que ce soit si intéressant que ça et que ça mobilise les foules et les Français. J'aurais dit baroque. Baroque, voilà, c'est en un adjectif. À gauche, il y en a qui conteste aujourd'hui à Deschamps, on a essayé de la réclamer hier pour les évadés fiscaux. C'est une question de cohérence pour les uns et pour les autres. Et puis un petit dernier, le contrat de travail agile demandé par le patronat, ne serait-il pas un CNE? Ah oui, oh ben vous nous rafraîchissez la mémoire. Le CNE, le CPE, voire la fin du CDI, mais aujourd'hui c'est presque le CDD qui est devenu la norme en France, qui prouve bien qu'il faut de la flexibilité. Allez, politique aux apps, Tatiana Renard-Barzac.